Ce sentiment, vous le connaissez? C'est le mois de décembre, la neige tourbillonne dehors, et vous anticipez déjà le printemps avec une légère frayeur. En fait, vous anticipez l'outil, la bêche, la douleur au dos, les lourdes mottes de terre. Et si je vous disais qu'il est possible d'oublier le labourage de printemps pour toujours, que toute la magie opère en réalité maintenant, en décembre, dans cette vidéo, je vais vous révéler 20 étapes qui transformeront votre potager d'hiver en un système totalement autonome, prêt pour les semis du printemps sans un seul coup de bêche. Vous pensez que c'est impossible? Alors regardez jusqu'à la fin et préparez-vous à être surpris. Car le grand secret du jardinier fainéant, ce n'est pas la paresse, ce sont les bonnes actions faites au bon moment. Réfléchissons un instant. Pourquoi labourons-nous au juste? De génération en génération, on nous a enseigné que le bêchage était le devoir sacré de tout jardinier. On croyait ainsi aérer le sol, lutter contre les mauvaises herbes et les nuisibles. Mais l'agronomie moderne a une toute autre approche. Imaginez que le sol est un immeuble à plusieurs étages, où chaque niveau abrite ses propres micro-organismes utiles. Un bêchage profond, c'est comme un tremblement de terre qui détruit cette maison, mélangeant les habitants et perturbant un équilibre très fragile. Au final, on obtient une terre morte, sans structure, qui s'assèche rapidement et demande de plus en plus d'engrais. L'idée du jardin sans labour est basée sur l'imitation de la nature. En forêt, personne ne bêche la terre, et pourtant elle reste meuble et incroyablement fertile. Notre mission est de recréer ce mécanisme naturel sur nos propres planches de culture. La première étape, la plus évidente, c'est le grand nettoyage, mais sans tomber dans l'excès. Tous les résidus végétaux touchés par des maladies, comme les feuilles de tomates atteintes du mildiou ou celles couvertes d'oïdium, doivent être impitoyablement retirés des planches de culture et brûlés. Ils constituent une véritable bombe à retardement, un nid d'infection qui attend le printemps prochain. Par contre, les résidus sains comme les fanes de carottes, de betteraves ou les tiges de pois peuvent être laissés sans crainte. Hachez-les grossièrement à l'aide d'une bêche ou d'un sarcloir et laissez-les directement en surface sur vos parcelles. Durant l'hiver, ils commenceront à se décomposer, enrichissant ainsi le sol en matière organique et offrant un festin aux vers de terre. Imaginez un instant. Au lieu d'exporter cet engrais précieux hors de votre jardin, vous le restituez à la terre, relançant ainsi le cycle naturel. Puisque nous mettons la bêche de côté, cela signifie-t-il que nous ne devons plus du tout toucher au sol? Pas tout à fait. Au lieu d'un labour profond, nous appliquons une technique d'ameublissement superficiel. Notre objectif n'est pas de retourner les couches de terre, mais simplement de la rendre plus aérée et perméable. Pour cela, une simple fourche à bêcher ou un cultivateur léger sont parfaitement adaptés. Il suffit d'enfoncer la fourche dans la terre sur une quinzaine ou une vingtaine de centimètres, puis de la remuer légèrement d'avant en arrière. Répétez ce geste sur toute la surface du potager. Cette méthode permet de briser la croûte superficielle du sol, d'améliorer l'accès à l'air pour les futures racines et de faciliter l'absorption de l'eau. Visuellement, c'est comme si vous offriez à la terre un léger massage plutôt que d'effectuer une opération chirurgicale comme cela serait le cas avec le bêchage traditionnel. Décembre est le moment parfait pour faire un petit diagnostic de votre sol. Vous n'avez pas besoin d'analyse de laboratoire complexe. Le test d'acidité le plus simple peut se faire en utilisant du vinaigre de cuisine. Prenez une poignée de terre de votre plate-bande et versez-y du vinaigre blanc à 9%. Si la terre se met à siffler bruyamment et à faire des bulles, félicitations, votre sol est alcalin. Si la réaction est faible, elle est neutre. En revanche, si rien ne se produit du tout, il est fort probable que votre sol soit acide. Et c'est un vrai problème pour la majorité des plantes du potager. Connaître l'acidité, c'est comme poser le bon diagnostic. Sans cela, tout traitement ultérieur, l'apport d'engrais par exemple,
pourrait s'avérer inutile, voire même néfaste. Si vos tests révèlent un sol acide, il est grand temps de passer à la désacidification. L'hiver est d'ailleurs la période idéale pour cela. Les agents désacidifiants, comme la dolomie en poudre, la chaux éteinte ou les cendres de bois, agissent lentement. Appliqués en décembre, ils auront juste le temps de réagir avec le sol d'ici le printemps et de neutraliser son pH. Répandez uniformément le produit choisi sur toute la surface de la parcelle. La quantité nécessaire dépend du niveau d'acidité, mais comptez en moyenne 2 à 300 grammes de dolomie par mètre carré. Imaginez que vous saupoudrez la terre, créant ainsi des conditions optimales pour vos futures cultures qui vous le rendront bien avec une récolte abondante. Abordons maintenant la question de la nutrition. L'hiver est le moment idéal pour préparer un véritable garde-manger pour la vie du sol et pour vos futures cultures. Et le meilleur plat que vous puissiez leur offrir, c'est la matière organique. Un bon compost bien mûr, ou l'humus, c'est de l'or pour le jardinier. Épandez-le sur la surface de vos planches de culture en une couche de 3 à 5 cm. Attention, il ne faut surtout pas l'enfouir. Laissez-le simplement en surface. Pendant l'hiver, sous la neige, et au printemps, l'eau de fonte se chargera elle-même de transporter tous ces nutriments en profondeur, directement vers les racines. Quant aux vers et aux micro-organismes, ils se feront un plaisir de transformer cette matière organique, améliorant ainsi la structure de la terre. C'est un peu comme laisser travailler toute une nuit une armée invisible de petits assistants. On a souvent tendance à croire que le compost n'est qu'un simple engrais. Pourtant, son rôle va bien au-delà. Lorsque nous l'incorporons, non seulement nous alimentons nos plantes, mais nous soignons également le sol lui-même. La matière organique agglomère les fines particules du sol en motte, créant ainsi cette fameuse structure à la fois meuble et grumeleuse, si appréciée. Telle une éponge, ce sol absorbe et retient l'humidité à merveille, ce qui est essentiel pendant les périodes de sécheresse. De plus, le compost est un véritable foyer pour des millions de micro-organismes bénéfiques qui protègent les plantes contre les maladies. Alors, en épandant le compost sur vos plates-bandes, imaginez que vous êtes en train de bâtir un fondement fertile et sain pour toute la saison future. L'engrais organique, c'est formidable, mais il est parfois indispensable de recourir aux engrais minéraux. L'automne et le début de l'hiver constituent la période idéale pour l'apport d'engrais potassiques et phosphorés. Le phosphore et le potassium sont des éléments peu mobiles dans le sol et se dissolvent très lentement. En les appliquant dès maintenant, vous constituez une réserve nutritive durable qui sera parfaitement disponible pour vos plantes au moment où leur croissance active reprendra au printemps. Par contre, il faut absolument éviter d'appliquer des engrais azotés avant l'hiver. Ils sont extrêmement mobiles et risqueraient d'être lessivés et emportés par les eaux de fonte des neiges. Épandez le superphosphate et le sulfate de potassium sur vos planches de culture en respectant les dosages recommandés et incorporez-les légèrement à l'aide d'un sarcloir ou d'un râteau. C'est un peu comme placer de l'argent en banque. D'ici le printemps, cet investissement dans la fertilité de votre sol vous rapportera de beaux dividendes. Passons maintenant à l'arme secrète de l'agriculture naturelle, les engrais verts. Ce sont des plantes que nous cultivons non pas pour la récolte, mais uniquement pour améliorer le sol. On les appelle aussi l'or vert du jardinier, et c'est une description tout à fait juste. Semés à l'automne, ils ont le temps, avant les grands froids, de développer un système racinaire solide et une petite couverture végétale. Leurs racines aèrent merveilleusement le sol en profondeur, tout en remontant les nutriments des couches inférieures. Quant à leur masse verte restante, elles protègent la terre du gel et de l'érosion pendant tout l'hiver. Au printemps, vous n'aurez même pas besoin de les retirer. Ils se transformeront en paillis et deviendront une source précieuse de matière organique. C'est vraiment l'exemple parfait de plante qui travaille pour vous, même au cœur de l'hiver.
Quels engrais verts va falloir choisir pour les semis de décembre? Bien sûr, tous ne conviennent pas. Il nous faut des cultures d'hiver, rustiques, capables de résister aux gelées. Les candidats idéaux sont le seigle et l'avoine d'hiver. Le seigle possède un système racinaire extrêmement puissant, capable de décompacter même les sols les plus lourds et argileux. De plus, il libère des substances cofibantes qui suppriment la croissance de nombreuses adventices, notamment le chien-dent. L'avoine est un peu moins agressive, mais elle aussi structure parfaitement le sol et l'enrichit en matière organique. On peut même utiliser un mélange des deux. Le secret, c'est de semer drus pour créer un tapis végétal dense. Imaginez, votre parcelle ne passe pas l'hiver à nu, mais elle est protégée par une couverture végétale vivante. La technique de semis des engrais verts avant l'hiver est d'une simplicité enfantine. Vous n'avez même pas besoin d'enterrer les semences en profondeur. Après avoir légèrement ameubli la terre et apporté les amendements nécessaires, il suffit de disperser uniformément les graines de seigle ou d'avoine à la surface de la parcelle. Ensuite, passez simplement le râteau pour mélanger légèrement les semences à la couche superficielle du sol. La profondeur de semis ne doit pas excéder 2 ou 3 cm. Si le sol est trop sec, vous pouvez l'humidifier légèrement. Mais en règle générale, l'humidité naturelle du mois de décembre suffit amplement. Voilà. Votre tâche est terminée. La nature fera le reste du travail. C'est, sans aucun doute, l'investissement de temps et d'énergie le plus rentable pour votre potager. Abordons maintenant le secret fondamental du potager sans labour, le paillage. Si les engrais verts sont une couverture végétale vivante, le paillage, lui, est une couverture inorganique, mais d'une importance capitale. Le paillage, c'est tout simplement n'importe quel matériau organique que nous étendons sur la surface du sol. C'est la protection, la nourriture et le remède tout en un. Sous cette couche protectrice, la terre ne souffre pas. Elle conserve son humidité, évite la surchauffe estivale et ne gèle pas en profondeur durant l'hiver. Cela crée un environnement idéal pour les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques. Ce sont eux qui se chargent de tout le travail d'aération et d'enrichissement du sol à votre place. Le paillage étouffe également la croissance des mauvaises herbes, ce qui signifie qu'au printemps, vous pourrez faire une croix sur la corvée de désherbage. En somme, en paillant vos planches de culture, vous enclenchez le mode pilote automatique de la fertilité. Alors, avec quoi peut-on pailler nos plates-bandes en plein mois de décembre? Le choix est vaste, et le plus probable, c'est que vous ayez déjà tout ce qu'il vous faut dans votre jardin. Les feuilles mortes sont un excellent paillis, surtout celles ramassées au pied des arbres fruitiers. L'herbe tondue et séchée, le foin ou la paille. Voilà la sainte trinité du paillage classique. La sciure ou les copeaux de bois font également l'affaire, mais attention, la sciure fraîche consomme l'azote du sol pendant sa décomposition. Il est donc préférable de l'utiliser déjà compostée ou de la traiter au préalable avec une solution d'urée. Même les branches broyées, passées au déchiqueteur de jardin, fourniront un excellent paillis à décomposition lente. Utilisez simplement ce que vous avez sous la main. Chaque type de paillis présente des spécificités. Par exemple, le foin et la paille risquent de contenir des graines d'adventice, c'est un point à anticiper. La litière de feuilles, et plus particulièrement les feuilles de chêne, peut légèrement acidifier le sol. Il est essentiel d'en tenir compte. Quant à la sciure, elle exige, comme nous l'avons mentionné, un apport d'azote supplémentaire. La litière de conifères est un excellent paillis, idéal pour les hortensias, les myrtilles et toutes les plantes acidophiles. La meilleure solution reste cependant de combiner plusieurs types de paillis. En créant un assemblage multicouche d'herbes, de feuilles et de compost, vous garantissez à votre sol une alimentation très variée et équilibrée. N'hésitez pas à expérimenter et observer quels matériaux fonctionnent le mieux spécifiquement sur votre terrain.
L'une des questions essentielles concerne l'épaisseur de la couche de paillage. Ici, on applique la règle du « plus, c'est mieux ». Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. L'épaisseur idéale pour le paillage hivernal se situe entre 5 et 10 cm. Si la couche est trop fine, elle ne pourra pas éliminer efficacement les mauvaises herbes ni protéger le sol contre le gel. Une épaisseur excessive, c'est-à-dire plus de 15 cm, risque au contraire de provoquer l'étouffement du sol au printemps, surtout si vous avez une terre lourde ou argileuse. Imaginez que vous appliquez une crème protectrice sur le sol. La couche doit être bien présente, mais elle ne doit surtout pas asphyxier la terre. Répartissez le paillis uniformément en prenant soin de laisser un petit espace dégagé autour des plantes vivaces qui passent l'hiver dans vos massifs. Il existe également une méthode de préparation des planches de culture très efficace, bien qu'un peu plus hors du commun. Surtout si vous travaillez un sol vierge ou que vous êtes en guerre contre les mauvaises herbes les plus tenaces. Il s'agit de couvrir vos parcelles avec du carton. Oui, du carton d'emballage tout simple, sans adhésif ni impression couleur. On appelle d'ailleurs souvent cette technique la méthode des lasagnes ou le potager lasagne. Vous étalez le carton directement sur le sol, si possible en plusieurs couches. Ensuite, vous recouvrez d'une couche de compost, de feuilles, d'herbes tondues, bref, de matière organique de votre choix. Le carton remplit simultanément deux fonctions. Il bloque la lumière, empêchant ainsi les mauvaises herbes de pousser, et il sert de nourriture aux vers de terre qu'il adore. De quelle manière le carton vient-il à bout des mauvaises herbes? Le principe est d'une simplicité enfantine. Privés de lumière, même les vivaces les plus tenaces, le chiinde ou l'égopode par exemple, ne peuvent plus photosynthétiser et finissent par mourir. Leurs rhizomes s'épuisent et se décomposent intégralement, se transformant en un excellent engrais. Pendant l'hiver et le printemps, le carton se désagrège complètement et est recyclé par la vie microbienne du sol. Au moment des plantations, vous vous retrouverez avec une planche de culture propre, bien aérée et incroyablement fertile. Au printemps, il vous suffira de pratiquer des trous dans cette couche de matière organique et d'y installer vos plants. Plus besoin de vous battre contre les adventices. Elles se sont tout simplement vaincues elles-mêmes grâce à votre gestion ingénieuse. Décembre est le moment idéal pour préparer le terrain de vos futures buttes chaudes ou de vos jardins surélevés en vue de la saison prochaine. Le principe est d'une simplicité enfantine. Il s'agit de monter un véritable millefeuille à base de matière organique qui se décomposera lentement. Au fond de l'emplacement prévu, ou même creusé en petites tranchées, disposez d'abord de grosses branches ou des troncs d'arbres anciens. La couche suivante sera constituée de rameaux plus fins, de fanes et de résidus de récolte. Ajoutez ensuite les feuilles mortes, l'herbe coupée et le compost. Pour finir, recouvrez généreusement le tout avec une bonne couche de terre fertile. Pendant l'hiver et le début du printemps, les couches inférieures vont fermenter doucement et dégager de la chaleur. Le grand avantage, votre butte se réchauffera bien plus rapidement qu'une planche de culture traditionnelle, vous permettant ainsi d'anticiper vos plantations de 2 à 3 semaines. Ne sous-estimez jamais le rôle de la neige. Elle est le meilleur manteau protecteur de l'hiver pour le sol. Elle protège la terre du gel en profondeur et, au printemps, elle l'enrichit de l'eau de fonte véritablement vivifiante. En décembre, notre mission est de retenir la neige sur les planches de culture. Si votre parcelle est très exposée au vent, vous pouvez disposer de petites palissades, étaler des branches de conifères ou même planter des tiges rigides comme celles des tournesols. Tout obstacle agira comme un brise-neige permettant la formation de congères généreuses. Plus la couche de neige est épaisse sur vos cultures, moins le gel pénètre profondément dans le sol. Par conséquent, la terre décongèle plus rapidement au printemps et est prête à être travaillée.
C'est une action agronomique gratuite et d'une efficacité redoutable. La touche finale dans la préparation des parcelles, c'est souvent leur traitement préventif. Une fois que vous avez retiré les débris malades et épandu la matière organique, vous pouvez arroser le sol avec une solution de micro-organismes efficace, plus communément appelée préparation EM. Ces préparations contiennent un consortium de bactéries et de champignons bénéfiques qui suppriment le développement de la microflore pathogène et accélèrent la décomposition de la matière organique. En arrosant les parcelles avec cette solution, vous les ensemencez avec de bons microbes. Ceux-ci travailleront tout l'hiver à la revitalisation et à l'assainissement du sol. C'est l'équivalent d'administrer des probiotiques à votre potager, augmentant ainsi son immunité. Et pour finir, pendant que vos planches de culture sont bien protégées et se reposent en attendant la nouvelle saison, vous avez le temps de vous concentrer sur le plus important, la planification. Prenez une feuille de papier et dessinez le plan de votre potager. Indiquez où et quoi vous avez cultivé l'année dernière. Ensuite, planifiez vos prochaines cultures en tenant compte de la rotation des cultures. Il ne faut jamais planter la même espèce au même endroit plusieurs années de suite. Alternez les légumes feuilles avec les légumes racines et variez les systèmes d'enracinement, profonds ou superficiels. Une planification intelligente, c'est la moitié du succès. Elle vous aidera à éviter de nombreuses maladies et l'épuisement des sols. Ainsi, quand le printemps arrivera et qu'il sera temps de planter, vous aurez déjà un plan d'action clair et bien réfléchi. Voilà. Étape par étape, nous avons préparé ensemble notre potager pour la nouvelle saison. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas eu besoin d'utiliser la bêche une seule fois. Au lieu de ce labour printanier épuisant, nous avons réalisé en décembre quelques gestes simples mais cruciaux. Nous avons éliminé les sources de maladies, aéré le sol, lui avons apporté de la nourriture, l'avons couvert d'une couverture vivante et inerte, et avons même planifié les futurs paliers aux plantations. Le point le plus important de cette approche est le suivant. En travaillant moins, nous faisons en réalité beaucoup plus pour notre terre. Nous ne perturbons pas ces processus naturels, nous les soutenons. Au printemps, lorsque vous reviendrez sur votre parcelle, vous n'aurez qu'à écarter le paillis. Vous découvrirez en dessous une terre vivante, meuble, humide, pleine de vers de terre et parfaitement prête à accueillir les semis. Ce sera la plus belle des récompenses pour votre sagesse hivernale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quels sont vos propres secrets et astuces d'hiver pour préparer votre potager? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons les uns des autres.